bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la cellule Unleashed avec Emmanuel. Emmanuel, ça va la pêche? Super, la patate. Tu as la patate. Nous sommes également avec Adrien. Bonjour. Docteur Cahuzac. C'est ça, enchanté. Nous sommes également avec Natacha, ça va la pêche? Oui, ça va, merci. Et avec Cédric, Ced. Ouais, Cahuzac, je m'y ferai jamais, mais, mais salut. Alors, aujourd'hui un sujet étrange, mais je suis sûr qu'il pourra faire réfléchir pas mal de rôlistes, parce que les rôlistes sont souvent des gens à la faculté qui sont amenés à en faire. Nous allons parler aujourd'hui de la dissertation. Alors, on a ici deux... Merci Adrien, fallait la faire. Cette unique contribution. Ça c'est fait. C'était obligatoire, il allait la faire, c'était sûr. Parce que nous avons ici deux professeurs de lettres, Cédric et Natacha. Hein. Et nous avons ici un prof de physique. Hein. Non, pas prof. Pas prof, je sais bien, mais bon, voilà. Puis prof de lettres, il y en a une qui est certifiée, pas l'autre. Hein. Oui, peut-être qu'au moment où ce podcast sera diffusé, oui, c'est pas faux. Les choses seront différentes. Qui sait? Oui, puis t'as enseigné, donc ça... Oui, voilà. Ouais. T'as enseigné. Pas mal. Mais je n'ai pas la société ne m'a pas encore donné le droit. Et en bio, on fait de la disserte ou pas? Bon, même si. Plus depuis très longtemps. Par contre, alors, là, la restitution de connaissances au lycée, c'est pas de la dissertation? Si, plus ou moins. Après, on finit Emmanuel. plus par être dans de l'analyse de documents, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a quand même encore un exercice de restitution de connaissances, si mes souvenirs sont bons. Effectivement. Alors là, toi, en ce moment, tu travailles pas mal sur tout ce qui est vulgarisation des domaines biologiques et tout. J'imagine quand même que la présentation des idées d'une manière générale, ça va t'intéresser. Effectivement. Après, j'ai aussi abordé d'autres façons de présenter, comme le côté journalistique, et ça m'intéresse aussi de voir éventuellement ce qu'on peut voir comme différence par rapport au côté dissertation. Alors, tu disais en préparation de ce podcast qu'il existe 3 types de dissertation. On peut peut-être commencer par ça. Est-ce que ça... Ouais, alors je vais tout d'abord soulever l'intérêt de la dissertation, parce que c'est vrai que si tu présentes ça de but en blanc, alors aujourd'hui, on va faire un petit podcast sur la dissertation. Je vais vous laisser... Sortez vos classeurs de méthode, s'il vous plaît. je vais vous laisser introduire ce podcast et voilà. Alors, donc ce podcast, il fera 3 auditeurs, si on ne présente pas un petit peu. En fait, voilà, disons que la dissertation entretient un lien très étroit avec... Une blague, Adrien? On entretient un lien très étroit avec la pédagogie, la rhétorique, donc sur la manière de formuler les propos. Or, les propos sont tout de même un centre névralgique de la création du jeu de rôle. Du jeu de rôle, tout à fait. Donc voilà le pourquoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est important de commencer par là éventuellement. Est-ce que tu veux commencer avec ces 3 Ah oui, les 3... Ouais. J'aime bien commencer toujours par des énumérations comme ça, et ça, je trouve que ça lance toujours des tas de débats. Une énumération, donc une figure de style, très bien, un bon point, elle est brillante. Ouais, donc on va commencer par ces 3 plans. Bon, je vais commencer par le plan qu'on utilise le plus souvent, à savoir le plan progressif. Voilà, qui consiste à avoir un propos. Savoir dans un grand 1, un propos qui consiste à définir dans un premier temps ce que vous voulez faire, dans un deuxième temps vous sortez en gros les exemples, les applications, et puis dans le grand 3 vous abordez véritablement la question. On reviendra sur les avantages et inconvénients de ce genre de plan. Le deuxième, c'est le plan dialectique, qui est souvent caricaturé comme étant un plan thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. C'est un peu le... Oui, non, je sais pas. Reposez-moi la question plus tard. Voilà, c'est ça. C'est un peu la réponse de Normand. Voilà. On salue tous les rôlistes de Normandie qui nous écoutent. Voilà, on vous aime beaucoup. Mais ça, c'est donc tout simplement pas possible. On reviendra dessus plus tard. Mais en gros, c'est vous faites un grand 1 où vous répondez à la question d'une manière assez faible. Grand 2, vous dites pourquoi dans le grand 1 c'était pas si bien que ça. Et puis vous apportez une réponse qui est meilleure et généralement à l'opposé de celle du grand 1. Et dans le grand 3, vous déchirez tout, c'est-à-dire le grand 2 et si vous avez de la chance, vous déchirez le grand 1, en expliquant que le seul avis qui prévale sur les autres, c'est le vôtre, à savoir celui que vous développez dans le grand 3. Donc ça, c'est pour le plan dialectique. Le troisième plan, c'est le plan thématique, qui consiste à faire, voilà, grand 1, je vous donne une réponse, grand 2, je vous donne une réponse, grand 3, je vous donne une réponse. Donc 3 réponses bien différentes,
qui sont liées étroitement entre elles, mais qui sont censées ne pas être supérieures les unes aux autres, même si on considère que le grand 3 est censé être un peu mieux que les autres. Mais bon, quand même, faut respecter les autres parce que il n'y a pas de hiérarchie entre les points de vue. Bon, voilà, celle-là, c'est le plan thématique. Bon, attention, je caricature, il y a peut-être des gens qui vont bondir et se cogner la tête au plafond, mais celle-là, je fais toujours une croix de sens dessus parce que c'est celle qui apporte le moins intellectuellement et c'est celle qui va clairement rapporter le moins de points au concours, que ce soit au bac ou voilà, que ce soit pour le bac ou pour le CAPES. Donc voilà, introduction. D'ailleurs, en fait, oui, je sais. Enfin, je connaissais pas cette idée de plan thématique, mais je sais maintenant à quoi ça fait référence. Et c'est quand quand c'est vraiment très mal fait, ça tombe dans ce que j'appelle les dissertations catalogues, que je mets souvent que je mets souvent en marge. C'est une remarque que je mets souvent en marge de mes copies d'élèves, plan catalogue ou voilà, ou effet liste. C'est en gros. Pour parler d'amour en littérature, il y a ça, mais les idées sont pas mises en rapport, sont pas discutées, sont pas hiérarchisées, voilà. Alors je pense qu'en fait c'est intéressant. On voit les 3 plans, donc le progressif en fait c'est définition, exemple, réponse. Ça me fait vraiment penser à tout ce qui est argumentatif, c'est-à-dire thèse, argument, exemple, le fameux triptyque thèse, argument, exemple. Qu'au final, on a finalement, dans le plan progressif, on a une espèce de thèse qui va être défendue par l'élève ou par la personne qui veut prendre la parole. Et pour la présenter, il va utiliser des arguments et des exemples. Mais dans tous les cas, on va tourner autour d'une seule et même réponse à la problématique de la disserte, non ? Une seule et une même réponse, mais l'intérêt du... généralement si, mais c'est parce qu'on aura implicitement évincé les autres d'accord. réponses. Okay. On aura d'abord, au préalable, dans le plan progressif, on aura d'abord fait une sorte d'état des lieux de ce qui se dit au sujet de cette problématique. C'est exactement ça. C'est... En gros, le grand 1, c'est la prise en compte de la thèse de l'autre. Imaginons le plus simple pour imaginer une réponse de ce type, c'est de prendre un sujet qui soit une citation. Et donc ça va être la définition de la citation qu'on a sous les yeux et la justification de la citation qu'on a sous les yeux. D'accord. Expliquer pourquoi pourquoi et en général aussi dans quel contexte la personne qui a écrit ça a écrit ça. D'accord. Qu'est-ce qui lui a fait dire ça ? Quels sont les arguments et les exemples qui justifient ce qu'il dit ? Bien sûr. Et donc voilà. Et enfin moi, c'est vraiment pour ça que j'apprécie d'ailleurs l'exercice de la dissertation, c'est parce qu'il y a une espèce d'honnêteté intellectuelle dans le fait de prendre en compte le point de vue de l'autre. D'accord. Oui, tout à fait. Justement, j'aimerais bien clarifier un petit peu un point là par rapport à ce côté avis, à ce côté point de vue. Quand tu as commencé, tu as parlé de pédagogie et de rhétorique. Alors moi, j'ai tendance à penser qu'il y a deux choses. Alors j'aurais tendance à penser que c'était complètement différent, notamment sur le côté objectif, subjectif, le côté implication personnelle et le côté juste présentation d'un thème. Et notamment quand on regarde les différents plans, par exemple, vous avez dit que le plan dialectique, il finissait par l'avis personnel de la personne qui rédige la dissertation. J'ai l'impression que sur du thématique, on est peut-être avec un peu plus de recul et moins d'avis personnel. Sur du progressif, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. Alors, où est-ce que je me plante ? Est-ce que c'est vraiment la même chose, pédagogie, rhétorique Alors, en fait, pédagogie et rhétorique sont pour moi intimement liés parce que l'objectivité n'existe pas. C'est le plan thématique, c'est le côté catalogue. Moi, si je veux un catalogue, je le commande à la Redoute, mais sinon, j'en ai pas besoin dans une disserte, ça sert à rien. Mais 3 Suisses aussi. C'est 3 Suisses aussi, voilà. Coca, voilà pour la 3e. Putain, je vais mettre pub. ça maintenant cette année en marche. Si je veux un catalogue, je le commande à la Redoute. Voilà, je veux dire, on n'en a pas besoin parce qu'en plus, c'est une fausse objectivité dans la mesure où ce que vous allez présenter, ce sont donc généralement des mouvements littéraires. Donc je veux dire, voilà, le romantisme a telle idée sur la poésie, par exemple. Ouais. Et je veux dire, voilà, puis je vais le rentrer dans une petite boîte parce que mon prof, il m'a dit que c'était comme ça. Et puis l'académie a dit que c'était comme ça.
Non, ça marche pas comme ça, parce que si je veux faire du réalisme, naturalisme par exemple, je vais prendre un Maupassant et un Flaubert, non, ce sont des mecs qui sont complètement différents. Et des fois, je peux même pas les associer dans le même mouvement selon les œuvres. Et pourtant, ce sont des gens qui sont étroitement liés, puisque Maupassant se réclamait de Flaubert. Donc, à force de catégoriser les gens comme ça dans des petites boîtes et les mettre dans des catalogues, en fait, on n'en tire aucune idée personnelle. Sous couvert d'objectivité, en fait, on a un truc plat qui finalement va complètement desservir l'intérêt de la disserte. Donc, l'objectif de la disserte, pardon. Vas-y, L'objectif excuse-moi. de la disserte, c'est donc vraiment d'apporter une pierre à l'édifice et pas seulement de présenter les pierres qu'ont apporté les autres, même si c'est forcément avec un minimum de subjectivité. Natacha. Alors là, moi, je suis pas d'accord là-dessus. C'est que, en fait, il faut nuancer selon le niveau auquel on se trouve quand on rédige. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi quand on rédige au niveau du CAPES, au niveau de la Greg ou du master, ou voilà. De toute façon, on nous apprend justement à complètement exploser les cadres de genre, les cadres de siècle, les cadres de mouvement qu'on nous a donnés. Et effectivement, c'est le cas quand on rédige à ce niveau-là. Quand on rédige au lycée, le problème est que, ou quand on apprend aux jeunes à rédiger au lycée, le problème est que déjà, qu'ils se souviennent que le romantisme a eu lieu au 19e et qu'ils se souviennent des codes du romantisme. C'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit. Donc, et que eux, ils s'en souviennent et qu'ils réussissent à le réécrire de façon claire, c'est encore plus un exploit. Et du coup. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, le plan thématique correspond bien à une tentative de savoir si l'élève a des connaissances. C'est mieux que, voilà. Et c'est mieux que rien. Et c'est mieux que rien. Et pour un élève qui, de toute façon, ne va pas faire d'études littéraires, par exemple, qui peut-être sera amené à lire plus tard, mais qui ne va pas faire d'études littéraires et qui n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'une, j'allais dire synesthésie et prosopopée, mais c'est des mots qu'on utilise trop sur la cellule, donc qu'une paronomase. Pour des élèves qui n'ont pas besoin de savoir ce que c'est qu'une paronomase, finalement, c'est pas le plus important. D'accord. C'est quoi une paronomase ? C'est quand on a deux mots de sonorité très proches. Et donc ça crée des jeux de mots. Voilà. Bon, digression, désolé. Non, y a pas de souci. Adrien, jeu de mots ? Non. J'ai pas besoin de les faire, tu fais remarquer là où je devrais les faire et les auditeurs les feront eux-mêmes dans leur tête. Mais ça, c'est ça. Adrien, en fait, c'est la caution Jean Roucas de ce podcast. Donc, Natacha. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut éviter le plan catalogue, mais on a quand même besoin de simplification quand on enseigne ce que c'est que la dissertation. Ou au moins au début, quand on commence à enseigner ce que c'est que la dissertation. Parce que c'est un exercice qui est très difficile et qui, à mon avis, nécessite plusieurs années pour vraiment apprendre à le maîtriser. J'ai l'impression que les 3 plans de la dissertation, que ce soit le progressif, donc qui finalement ressemble à un gigantesque argument sur une dissertation, le plan dialectique qui lui ressemble plutôt à une conversation en fait entre des gens. On anime des pantins qu'on fait se parler entre eux et à la fin on regarde qui a gagné quoi. On fait un tournoi entre Descartes, Kant et Malebranche. Ouais, mais on essaye quand même. Et on regarde qui gagne. Mais alors je t'interromps juste 2 secondes parce que moi pour dire que ce plan dialectique avec qui gagne, c'est quand même conseillé en général de faire en sorte que ce soit soi qui gagne à la fin quand même. Oui, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. C'est Platon qui gagne. Voilà, je gagne, mais je gagne parce que Descartes a dit la même chose que moi, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu de l'argument d'autorité intellectuelle. Voilà, mais c'est ça, mais il y a une notion d'argument d'autorité parce que Descartes l'a dit avant moi, mais du coup il l'a forcément mieux dit que moi. Mais c'est vrai que c'est un peu malhonnête. Après, je voulais juste revenir très rapidement sur ce que disait Natacha, parce que c'est vrai que moi je suis généralement très tranchant à ce niveau-là, un peu méchant. Elle a raison par rapport aux lycéens. C'est vrai que le fait de vulgariser n'est pas, mettre Flaubert et Maupassant dans le même moule n'est pas un problème en soi pour les lycéens. D'accord. C'est en fait, alors, comment dire, le catalogue est toujours gênant. Alors, certes, c'est mieux que rien, comme disait Natacha, mais c'est toujours gênant parce qu'en fait, quand on a 35 élèves, le catalogue, c'est déjà difficile à leur faire digérer. Donc, s'ils ont digéré ça, je vais dire, tant mieux. Natacha a raison, c'est vrai là-dessus, y a pas de souci. Alors, moi, tout à l'heure, j'étais plus tranchant parce que j'ai des élèves en cours particulier. Des élèves en cours particulier qui me font un catalogue et qui sont pas capables de distinguer certaines choses alors que, en cours particulier, c'est quand même beaucoup plus facile de transmettre les infos. Si à la fin de l'année, il n'arrive pas à me faire une disserte de type progressif ou de type dialectique, j'ai échoué.
C'est ça. Tandis que faire avaler ça à 35 élèves, attention, c'est pas le même exercice. Hein. J'ai tendance à penser que le plan thématique est lui propre plutôt à effectivement, je veux dire, l'énumération en fait de certains points. Moi, j'ai énormément de mal à comprendre comment on peut énumérer clairement, distinctement des points sans comprendre la façon dont les auteurs qui les énumèrent ou qui les ont abordés ont dialogué avec l'extérieur. C'est-à-dire, ou alors c'est qu'on récite son cours bêtement. Oui, mais c'est ça. En fait, le problème du plan catalogue, c'est que c'est une récitation de cours. Et ce qu'on leur demande, en fait, en général, ce qu'on leur demande pour une dissertation moyenne qui aurait 10, 11, 12, donc une note honorable quand tu veux pas faire d'études littéraires, par exemple, ou d'études philosophiques, c'est effectivement une bonne restitution de connaissances, donc une restitution de connaissances qui saurait un peu mettre en rapport les choses les unes par rapport aux autres. À partir du moment où tu arrives dans le supérieur, là, on te dit, bon, maintenant, vous désapprenez complètement ce que vous avez appris avant, et on va vous apprendre la vraie méthode de la dissertation, c'est-à-dire on va vous apprendre à réfléchir. D'accord. Et... Oui. Emmanuel. Non, je te laisse finir. Non, mais j'avais fini, ouais. C'est vrai que ça change tout. Dans un cas, on t'apprend des notions. Dans l'autre, on t'apprend à les manipuler toi-même pour en créer des nouvelles. Dans un cas, on te demande d'être créatif. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté créativité. En fait, il me semble qu'il y a une dissertation leçon et une dissertation créativité, tu vois. Après, c'est encore un peu caricatural. Voilà, oui, bien sûr. J'espère bien que mes élèves ont appris à réfléchir cette année. Mais... Alors, la question que je me posais, moi, c'est est-ce qu'on n'a pas un intérêt particulier dans le plan thématique quand on a un sujet qui est très vague, très difficile à délimiter et quelque part en fait ça reprendrait un peu l'aspect définition du plan progressif au sens où en créant des différents points, on arrive à voir quel est l'ensemble du sujet, jusqu'où il va, et est-ce que ça peut pas être intéressant comme ça, avec le plan thématique, de voir jusqu'où le sujet a été traité, et pour délimiter quelque chose qui serait un peu flou. Alors en fait, là tu touches à les deux autres grands points obligatoires et essentiels de la dissertation, peut-être même les plus importants, c'est l'introduction et la conclusion. J'avais un prof de prépa qui nous disait, donc c'est les deux choses, donc bien évidemment que vous devez plus soigner, les deux seules choses que vous devez rédiger au brouillon en entier. Et parce que, par exemple, au concours d'histoire, d'agrégation d'histoire, il y avait des correcteurs qui ne lisaient que ça, que l'introduction et que la conclusion. Ouais, mais ça c'est vraiment un manque de, enfin voilà, c'est un manque de professionnalisme. Mais c'est l'agrégation d'histoire et voilà. Mais en fait, ton prof de prépa était très réaliste, on va dire. Ça montre à quel point, ça peut être important dans une copie. Bien évidemment, une copie de bac, on va la lire en entier. Hein. Donc l'introduction, c'est celle qui va servir avant même la première grande partie, quel que soit le plan choisi, à définir les termes du sujet et à présenter un peu l'auteur si jamais c'est une citation d'auteur, voilà. Et donc à poser la problématique, le problème posé par cette citation, et donc à présenter le plan. Et la conclusion va servir à ce que toi t'appelles vérifier que tous les champs ont été étudiés, c'est-à-dire en fait dire de là où on est parti et dire là où on est arrivé pour expliquer quel est le chemin parcouru, résumer quel est le chemin parcouru. Mais déjà en fait dans la question tu as déjà ta réponse, à savoir que quand tu dis que c'est pour difficile vaut mieux un plan catalogue, sauf que toi la façon dont tu le conçois c'est pas un plan thématique, là c'est un plan dialectique en fait que tu nous fais, c'est-à-dire que tu as trois grandes idées finalement, mais tu les mets déjà en fait en relation entre elles parce que tu nous dis que tu veux voir pour pousser le sujet, voir jusqu'où ça peut aller. Donc on est déjà en fait dans le cadre d'un plan dialectique, on n'est plus dans le cadre d'un plan thématique. Voilà, ta réponse. Rhétorique et argumentation, tu disais, t'as pas répondu à la première question d'Emmanuel. Rhétorique et pédagogie. Rhétorique et pédagogie. Qu'il avait. D'accord. Moi, dans la rhétorique, D'abord, pardon, excuse-moi Emmanuel. Non, vas-y, je t'en prie, continue. En fait, la façon dont moi je définirais les mots, mais dans le langage de tous les jours, c'est que la rhétorique, tu es dans une tentative de convaincre, la pédagogie, tu es dans une tentative de présenter. D'accord. Alors, je vais commencer. La présentation est déjà pour moi un exercice de conviction. C'est-à-dire que quand tu présentes, de toute façon, c'est comme à la télé. Par exemple, tu regardes les infos. Tu peux pas présenter toutes les infos du monde. Dans un journal de 13 heures, il y a 20 minutes. Moi non plus, parce que ça me fait chier. Mais 40. Et il y a énormément d'infos qui passent dans un journal télévisé. Mais c'est peut-être un sujet d'un autre podcast.
C'est admettons c'est 40 minutes Ouais, c'est 40 13h. minutes, ouais. Admettons 40 minutes, tu peux 13h, pas. je sais pas, mais 20h c'est 40 minutes. Ah oui, voilà, mais je crois que celui de 13h est plus court. Mais bon, même 20h, c'est 40 minutes. Tu peux pas mettre toutes les infos qui se déroulent dans le monde, c'est pas possible. Donc tu vas faire ce qu'on appelle de la sélection d'infos. En faisant cette sélection d'infos, t'es déjà dans la rhétorique parce que tu as choisi de traiter telle information plutôt qu'une autre. Donc il y a déjà même si c'est inconscient, la volonté de persuader quelqu'un. Alors là, il va falloir aussi revenir sur ces notions de convaincre, persuader. On va tourner autour un petit peu. Ouais. Alors, je voudrais juste préciser dans quel contexte ce podcast a surgi au cours d'une conversation qu'on a à la Barreau. C'était par rapport au podcast fait par Olivier Sten sur le terrorisme. Le terrorisme, les méchants et terroristes. donc ici, autour de cette table, chacun l'a écouté d'une manière bien particulière. Et certains se posaient la question finalement de savoir si est-ce qu'il est vraiment dans l'argumentation cet homme-là ou est-ce qu'il est plutôt dans la persuasion ou etc. Et c'est là qu'on est venu à en parler de la manière dont on présentait les arguments et nos deux profs de lettres ont commencé à parler de dissertation et je leur ai dit stop, on arrête tout, ça peut être intéressant éventuellement de faire un podcast là-dessus. Je voudrais qu'on vienne là-dessus parce que c'est important. Parce que derrière cette idée de dissertation, il y a l'idée de présentation des idées. Mais il y a aussi l'idée que en présentant des idées, on ne cherche pas à présenter des idées pour le plaisir de les présenter. On cherche à présenter des idées pour convaincre et pour faire en sorte que son auditoire Ou son lecteur. C'est ça le mot avec lequel j'hésitais. Oui, je sais. Son auditoire prenne progressivement son avis pour référence, en fait, et que son avis finisse par faire autorité. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Non, mais je comprends cette précision. Après, je vais balayer peut-être un petit peu vite certaines nuances, mais qui ont tendance à m'exaspérer. Après, les gens me contrediront ou pas. C'est tout ce qui est convaincre, persuader, présenter. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose parce que on ne peut pas déjà. Attends. Avant même de rentrer, parce que là, tu es déjà en train de critiquer la distinction. Il faudrait peut-être que quelqu'un nous la présente naïvement cette distinction. Tu vois, parce que c'est pas sûr que les auditeurs ils connaissent la distinction entre convaincre et persuader. Alors, traditionnellement. Allez, je vais faire une présentation de français. Voilà. Il y a quelques années de ça, avant le changement des programmes de lycée, il y avait un sujet de cours, un gros chapitre de cours qui était dont l'intitulé était convaincre, argumenter, persuader, délibérer. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais en 4 temps. Il était cool ce programme. Mais c'est pas mal. Ouais, la question d'œuvre dans les genres d'argumentation est bien aussi, hein, mais moi j'ai adoré en tout cas enseigner à cette époque-là. Ouais, bon, enfin, moi, de toute façon, l'argumentation, j'aime pas, mais voilà. Bon, voilà. Nous, on aime bien parce qu'on est philosophe avec Cédric. À la base, on a une formation de philosophie. Donc, quand en lettres, on peut commencer à réfléchir à ces notions-là, ça nous intéresse, tu vois. Moi, au final, c'était le passage du cours qui m'intéressait le plus. C'était plus un troll que autre chose. Oui, trop long. Continue en te disant, oui, mais la littérature d'idées, c'est nul. Alors. Donc il fallait faire que ce soit en début ou en fin de chapitre avec les élèves une définition de ces différents termes. Et la distinction entre convaincre et persuader. Il va falloir que vous m'arrêtiez si je me trompe parce que j'ai plus les programmes exactement en tête, mais c'est que convaincre utilise des argumentations de raison et cherche à construire un raisonnement, alors que persuader va jouer plus sur les sentiments et va chercher à presque provoquer ou alors en tout cas séduire. Ouais, c'est ça, on touche la fibre émotionnelle en fait. Voilà, c'est ça. Avec la persuasion. On touche les émotions, voilà, avec la persuasion. Je crois que c'était ça la distinction. Oui, c'était ça la distinction. C'est exactement ça. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas de distinction entre les deux parce que ce serait mettre d'un côté la raison. Après, c'est une distinction philosophique, hein, mais la raison et les émotions, pour moi, n'ont pas de distinction. Donc, pour moi, c'est une erreur de langage entre la raison et l'émotion, qui ne devrait pas, en fait, pour moi, exister. Donc, c'est pour ça que pour moi, convaincre et persuader, c'est la même chose. Il y a quelque chose que j'aime. Ce que tu veux dire, c'est quand on utilise d'arguments rationnels. En fait, au final, on utilise les arguments qui nous arrangent et que c'est comme faire appel au sentiment de la personne en face. C'est juste une manière différente de s'y prendre, mais qu'au final, on essaye toujours de présenter les choses telles qu'on les croit. C'est en fait, c'est en grande partie ça. C'est parce que, pour moi qui suis un sensualiste assez convaincu, la raison, si tu veux, est secondaire parce que c'est quelqu'un. J'ai lu un certain intérêt dans tes yeux. J'ai entendu dans mon casque. Qui, à ton avis, non mais pourquoi tu poses la question, Romaric? Enfin, je vais retirer le micro, c'est bon. Qui a fait ça?
Si, c'est toi, Adrien. Et ouais, on balance ici. Ouais, et donc je disais, ouais, c'est en fait la raison, si tu veux, est quelque chose qui, j'ai essayé d'exprimer le plus clairement possible, est une entité qui est créée par les émotions. Donc si tu veux convaincre et persuader, c'est la même chose dans la mesure où si tu fais appel à la raison, tu vas faire de toute façon appel aux émotions parce que ce sont tes émotions qui vont construire ta raison. C'est pour ça que je place le convaincre et le persuader dans le même lot. Je vois ce que tu veux dire en les mettant dans le même panier, mais moi je les mettrais pas dans le même panier pour la même raison, mais en fait, vas-y, développe. Alors déjà, j'ai du mal avec les arguments. Quand on défend une idée, on peut la défendre avec des arguments en disant j'y ai réfléchi, j'ai posé tout ça, mais au final, tout ce qu'on a, on n'a pas de vérité absolue sur cette terre, donc tout ce qu'on peut avancer comme argument, au final, ça se repose soit sur rien, soit sur notre conviction. Oui, mais c'est pour ça que ça rejoint totalement ce que je dis en fait. C'est c'est complémentaire ce que. Emmanuel. Merci Adrien, du coup pour l'explication. T'avais quelque chose. Alors je vais faire une grosse digression, vous m'arrêtez hein, s'il faut. Mais en fait, j'avais dans un coin de la tête depuis quelques minutes l'idée de ce fameux plan d'article. Adrien, arrête de faire le clown s'il te plaît. J'essaie de me concentrer. Le plan d'article scientifique. Donc que certains connaissent très bien ici, où finalement, donc on est sur une introduction du sujet en parlant de ce qui a déjà été découvert, ce qui est connu. Ensuite, on est sur du matériel et méthode, où on présente la façon dont on a mené l'étude, très précisément. Et ensuite, on est sur du résultat, qui sont en quelque sorte des preuves ou des affirmations de ce qu'on voulait démontrer, pour finir sur une discussion qui serait peut-être une synthèse, en quelque sorte, qui reprend à la fois ce qu'on a découvert nous, ce qu'ont découvert les autres, et de quelle façon c'est compatible, incompatible, etc. Quelque part, quand on parle de raison, de sentiment, moi j'ai tout de suite envie de placer dans le créneau raison ce type d'article où on se base sur des choses très concrètes et potentiellement des vérités absolues. Excuse-moi Adrien, tape-moi dessus si tu veux. Bah oui, non, mais au moins, je pense qu'on attache à moi que ça va clasher. Je sais pas jusqu'à quel point l'un et l'autre vous avez utilisé vos sentiments et vos émotions quand vous avez rédigé vos thèses. Enfin, j'espère que ça y a un peu de vous quand même dedans, alors, mais déjà, je pense que Manuel c'est cogné au plafond. La sujet de la dissertation, je pense que c'est rarement appliqué au cas des sciences, on va dire, telles que la physique ou les mathématiques. Donc je sais pas à quel point. Les mathématiques ne sont pas une science, mais on aura l'occasion d'en parler. Adrien, nous allons en parler juste après. Mais après, en science, en physique, en tout cas, c'est le cas. Il y a aucune des choses qui sont écrites sont tenues comme des vérités absolues. Elles sont tenues comme étant des très bons modèles, comme valables dans de très grands champs, mais des vérités absolues. Oula, mais attention là, parce que là c'est Adrien le tolérant qui parle. Là, il y a tous les scientifiques ne sont pas comme toi, Adrien. C'est. Non, évidemment, je blaguais sur la vérité absolue. Comme toujours, on est sur un résultat qui démontre des choses, mais qui peuvent être infirmées. Dans la dissertation faite par un septentrien de lumière, il y a effectivement l'idée que on va se détacher complètement de qui on est, de l'humain qu'on est, des émotions qu'on a pour aborder un sujet de façon le plus objective possible. Effectivement. Oui, mais il faut ce qu'Adrien, mais ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit, c'est un triangle de lumière. Oui, mais voilà, c'est vrai. C'est-à-dire que et dans ce cadre-là, je suis d'accord. Enfin, je crois que c'est ce que voulait dire Adrien ou Emmanuel, je ne sais plus qui a lancé l'idée, que on est bel et bien dans le convaincre. Le problème de la distinction convaincre-persuader, à mon avis, c'est pas la distinction en elle-même, c'est le contexte dans lequel on a voulu l'imposer, à savoir la littérature. Je crois que la distinction convaincre-persuader n'est pas une distinction qui tient dans le cadre d'un cours de français où on étudie des œuvres littéraires. Par contre, je pense que cette distinction peut exister entre effectivement la thèse du docteur Adrien Cahuzac et le roman d'Émile Zola. Oui, alors par contre, c'est aussi le chapitre quand même où on aborde des textes tels que le discours sur les sciences et les arts de Rousseau, tels que l'article torture de Voltaire dans le dictionnaire philosophique, des choses comme ça. Du coup, alors on n'est pas loin de la littérature, mais c'est pas non plus une œuvre de roman quand même. C'est pas Jacques le Fataliste de Diderot. Évidemment. Mais tu vois quand même, la philosophie, c'est ça. Après, il y a toute cette question de savoir si la philosophie, oui ou non, est une science qui vise à atteindre certaines choses, enfin certaines propositions, on va dire objectives, etc. Enfin, là, en fait, on est en train de soulever un lièvre énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de là, c'est hyper vaste le sujet qu'on est en train d'aborder. Ça touche même à la limite de ce qu'on appelle la littérature, en fait. Est-ce que tout ce qui est écrit sur du papier est de la littérature ou pas?
Tu vois, c'est ça, c'est... En sciences, la biblio, on appelle ça la littérature. Donc... Ouais. Ça m'avait beaucoup, la malhonnêteté intellectuelle. Ça m'avait beaucoup énervé quand j'avais trouvé ça dans ta thèse. Ben oui, non mais c'est la documentation. Alors là, c'est ça, on sait pas quoi. Enfin, donc c'est très complexe. Donc c'est peut-être une traduction aussi du terme anglais qui est donc je maîtrise pas assez la langue pour mais bon il y a peut-être aussi un abus de langage de ce côté-là. Je veux bien l'assumer. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. En tout cas, la distinction convaincre, persuader, cette distinction-là, attribuée à des textes dans le contexte d'un cours de français, à mon avis, est problématique parce qu'à mon avis, elle sort du cadre du cours en fait. Moi, là où j'ai trouvé de l'intérêt dans ce programme, bon, outre que c'est un chapitre que j'aime pas du tout, en fait. Mais vraiment, cette année, j'ai réussi à le faire par des voies détournées, mais l'intérêt que je voyais dans cette définition-là, cette distinction-là, c'était que c'était un premier pas vers leur année de philo. Qui va reprendre et approfondir ça beaucoup mieux. Oui. Et c'est aussi une manière de leur dire, enfin, de commencer à leur faire analyser aussi les médias et tout ce qui les entoure, parce que du coup la publicité, on classe aussitôt ça dans ce qui est de la persuasion, et on essaye de faire en sorte que ce soit eux qui le classent dans la persuasion et qui se rendent compte que ça fait pas appel à leur raison, mais ça fait appel à leurs sentiments. Et j'ai une formatrice cette année qui était géniale, qui nous a montré une séquence sur l'argumentation et en lien un peu avec l'histoire des arts. Basé sur les campagnes politiques de la présidentielle de la dernière, je crois. C'est bien, comme ça, voilà. je pourrais poster ce podcast quand on voudra, ce sera avec les élections de 2243. Non, mais voilà, avec le vocabulaire et l'usage du vocabulaire autour de la navigation. Et donc là, elle expliquait, et là, avec le cap et tout ça. Ouais, elle gardait le cap, la vague bleu marine, qui ne s'appelle pas d'ailleurs marine en fait, en réalité, mais. C'est intéressant. C'est un angle d'attaque pour cette. Voilà, et ça, elle l'a fait en français, elle l'a fait d'un point de vue littéraire, elle l'a fait aussi d'un point de vue artistique avec la composition des publicités. Très très intéressant. Oui, mais tu vois qu'il y a l'idée quand même. Et donc tout ça pour dire voilà c'est important de commencer à leur faire comprendre la différence, même s'il n'y en a pas une vraiment réellement, commencer à leur faire comprendre la différence entre convaincre et persuader. Mais tu vois que tout ça sort du cadre de la littérature, parce que du coup ça veut dire que tu considères qu'un tract. Tu vois, un tract. Là, elle était alors là, elle considérait que ça rentrait dans le cadre du programme qui a, avec l'intitulé Histoire des Arts, où en fait, c'est en gros, faites ce que vous voulez, et ça ira bien dans les programmes. Oui, c'était bon, je caricature un peu, mais j'espère que mes inspecteurs n'entendront pas ça, mais voilà, mais après, elle faisait quand même des textes littéraires. Oui, bien sûr. Et elle montrait justement que la métaphore maritime avait déjà été utilisée par les Grecs pour la politique. Mais tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'on disait, enfin ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que Cédric m'emboîtera le pas là-dessus, c'est que finalement, pourquoi elle nous intéressait cette distinction-là en français, c'est parce qu'elle nous parlait de parler d'autre chose que de la littérature et d'ouvrir sur le monde extérieur. En fait. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et voilà, mais c'est pour ça que toi, ça t'intéresse pas. Et on est d'accord. Mais nous, c'est pour ça que Cédric et moi, ça nous a vachement intéressé parce que ça nous permettait avec nos élèves de discuter de choses. Enfin, je veux pas parler en ton nom, mais ça nous permettait de parler avec des élèves de choses qui n'étaient pas uniquement du français. Parce que il y a quelque chose souvent qu'on ressent avec les élèves, que ce soit au lycée ou au collège, c'est mais à quoi bon? Ça, c'est la question qui revient en permanence quand tu es prof de maths. Mais à quoi bon? C'est un sujet qui est tombé en colle en prépa. En philo, à quoi bon? Et je te jure que ça, c'est une très bonne question à poser aux futurs professeurs parce qu'ils vont se la prendre en pleine gueule, de plein fouet. Il y a plein d'élèves qui se la posent cette question. À quoi bon étudier Zola, machin truc, à quoi bon ceci? Et cette distinction-là, et je passe la parole à Cédric, permettait justement de dire, regardez, le français, dans ce qu'on vous apprend en cours, vous permet de décoder la réalité. Et la réalité, c'est-à-dire en dehors de l'école. Oui, mais alors là, du coup, le à quoi bon, il se pose plus. Là, on est complètement d'accord et c'est une idée que je défends, ça c'est clair. Oui. Cédric. Alors, bon, attention, sur la distinction convaincre et persuader. Encore une fois, le côté tranchant, c'est parce que, en fait, moi, personnellement, c'est une béquille dont je n'ai plus besoin. Mais en fait, c'est ça. La distinction, c'est une béquille dont on a besoin pour présenter les choses au départ. Ouais. Savoir que oui, stimuler une réflexion. C'est en fait quand tu vas présenter des arguments qui visent l'émotionnel et présenter des arguments qui sont soi-disant structurés rationnellement. Voilà, il faut faire la distinction au départ. Mais c'est une béquille qu'il faut jeter, c'est une échelle qu'il faut virer. Au bout d'un moment, avec les lycéens, ça marche. Si tu sors ça au CAPES, si t'en es encore là, c'est qu'il y a un problème. Après, comment dire?
Je pense qu'il y a moyen de bien la traiter, mais cette question là de à quoi bon, je me suis rendu compte les 2 dernières années en côtoyant pas mal d'étudiants qui allaient passer leur CAPES, beaucoup qui ont eu leur CAPES cette année, ils sauront pas répondre à la question, tout simplement parce que eux s'en foutent royalement. C'est la plupart des gens qui passent leur CAPES, enfin qui ont passé leur CAPES avec moi, enfin cette année qui était avec moi en cours, et l'année dernière. La plupart, les 3/4 s'en foutent, ce sont des amoureux des lettres. Eux, ils savent pas pourquoi ils sont dans la pédagogie ne les intéresse absolument pas. Je parle, attention, cas particulier, Lille, voilà, c'est les gens que j'ai côtoyés. Et ça reste dans des schémas très classiques, c'est-à-dire que dès qu'on leur demande de réfléchir, et les notes de disserte aux examens blancs ont été catastrophiques, parce qu'on leur a demandé de réfléchir, et la plupart sont incapables de donner une réponse correcte. Et si tu leur poses la question à quoi bon la littérature, pourquoi la fameuse question pourquoi qui est la question pourquoi littérature, que ce soit au collège, enfin collège ou au lycée, la plupart sont incapables de répondre. Et ça, c'est problématique. La dissertation en littérature n'a pas pour but aussi d'aborder le pourquoi les auteurs ont pensé telle chose. Ça me semble. Natacha. Alors pourquoi justement Laurent Thirouin, c'est problématique. Enfin, ces questions sur les textes, pas en dissertation, mais en dissertation je sais pas. Mais Laurent Thirouin, tu peux peut-être le présenter parce que je pense que les auditeurs le connaissent pas. Alors c'est un professeur, je crois qu'il a le titre de professeur de faculté. Sinon, s'il est pas professeur, il est maître de conférence. Mais voilà. Bah, écoute, pour la cellule, il est professeur. Voilà. Nous, on l'a, c'est bon. On lui a donné le titre. Voilà. Donc, professeur de lettres à l'université Lyon 2. Et spécialiste du XVIIe siècle et de Pascal en particulier, donc de la pensée pascalienne, voilà, et qui est cité notamment du jeu. Et il est notamment cité. Voilà, du jeu et du divertissement et voilà. Et du coup, je sais plus pourquoi je parlais de lui. Oui, si, pour les questions. En pourquoi et comment. Voilà. Les littéraires, très souvent, ont tendance à poser la question de comment. Comment c'est écrit. Comment l'auteur réussit à nous faire ressentir ce qu'il a réussi à nous faire ressentir. Et oui. Laurent Thirouin, justement, essayait de décaler cette question sur le pourquoi. En posant des questions du type, le texte de la Chartreuse de Parme commence par cette citation. Pourquoi ça commence par cette citation-là? Et après, le commentaire de texte va essayer de répondre à cette question-là. D'accord. Mais c'est en commentaire de texte, donc c'est pas en dissertation et c'est encore un exercice différent. Mais voilà, en général, les littéraires ont plutôt tendance à se poser la question de comment plutôt que pourquoi. Et c'est peut-être pour ça que tes camarades, Cédric, ne savaient pas répondre à cette question. Oui, non, mais c'est un avis que je partage complètement, mais je trouve ça véritablement dommage parce que les deux questions sont tout aussi viables et toujours on dit donc il y a cette dichotomie qui est posée, le comment au littéraire, le pourquoi au scientifique. Exactement. Alors qu'il y a des scientifiques qui se posent les deux questions et il y a des littéraires qui se posent les deux questions. Donc c'est vraiment une dichotomie qui m'énerve parce qu'elle est encore très partagée socialement parlant et c'est agaçant. Adrien, tu voulais poser une question? Non, en fait, je t'ai vu saisir un micro. J'ai juste été content de la définition de Natacha sur le pourquoi et le comment, parce que du coup, en fait, je savais pas du tout ce qu'on attendait dans une dissertation littéraire. Donc, j'ai jamais fait de dissertation littéraire. Ouais. Et là, le fait que ce soit le comment qui soit la question, c'est, en tout cas, c'est ce qui est attendu a priori. Ouais. Ça m'éclaire pas mal sur ce. C'est en fait le comment. Dont on parlait voilà, début, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparation du podcast. Moi, pour simplifier à mes élèves quand ils se demandent qu'est-ce qu'il faut mettre en grand 3 dans une dissertation, je leur dis si vous ne savez pas quoi mettre, faites du méta, c'est-à-dire répondez à la question comment. Imaginons que le sujet ce soit, je sais pas, les pièces de théâtre ne sont destinées qu'à faire rire. Enfin, les pièces de théâtre comiques ne sont destinées qu'à faire rire. Ouais. Donc oui, non. Et grand 3. En fait, on va s'intéresser à comment est-ce qu'elles font rire. D'accord, et est-ce qu'elles font, voilà, ça va permettre toutes sortes de. D'accord. Et comme ça, je leur ai dit, c'est ça la solution de facilité, c'est vraiment si vous vous trouvez séché devant votre copie au baccalauréat et que vous avez besoin à tout prix d'écrire plus que ce que vous avez écrit. Mais après, c'est pas forcément la vocation de la dissertation. Mais justement, on tourne un peu autour de la question et j'ai envie de dire pourquoi on disserte. Alors, moi, j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Parce que programme. Non, c'est trop atlantique, monsieur. On disserte parce que il faut savoir réfléchir, mais il faut aussi savoir pour mieux réfléchir, il faut savoir prendre en compte ce qui a été dit avant. D'accord. Et après, le commentaire, par contre, le commentaire de texte qui est vraiment donc prendre un texte et expliquer son sens et sa façon de son écriture, c'est j'ai ressenti quelque chose à la lecture du texte, comment l'auteur a fait pour que je ressente ça. Voilà. Ouais.
espèce d'explication des clés. Voilà. En fait. Et c'est pour ça qu'on nous dit quand vous commencez un texte avec les élèves, posez-leur la question de qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Quand j'écoute Cédric parler, c'est marrant. Quand j'écoute Cédric parler, c'est pas du tout la vision que je me fais de la dissertation. Moi, je suis pas sûr que vous entendiez sur ce que c'est C'est que. pour ça que je précisais que c'était pour moi et j'attendais Oui, justement oui, ta oui, réponse là-dessus. Parce que moi, j'ai l'impression que pour toi, Natacha, il est clair qu'une dissertation a pour but d'expliquer comment justement les textes font pour nous provoquer telle sensation, ou des courants, ou etc. Ça peut être plus large, mais voilà. Alors que j'ai l'impression que chez Cédric, il y a cette idée qu'on va, à la fin d'une dissertation, on va imposer son idée. Il y a un côté politique, il y a un côté engagé chez Cédric. Tu vois ce que je veux dire? La dissertation n'est pas uniquement. C'est un peu fort, mais. Non, mais il y a un côté, je sais pas comment dire. Güverlich, un peu. C'est un peu Güverlich. Ouais, non, alors, en fait, le truc, c'est que le comment n'est pas la seule chose qui m'intéresse. Moi, quand je fais, pas seulement, hein, la chose qui m'intéresse, moi, quand je fais mes dissertes. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas, parce qu'encore une fois, on voit bien les enseignants de l'île 3, même s'il y en a pas beaucoup que j'aime. Il y en a certains qui vont ça se ressent dans les corrections de copie, quoi. C'est-à-dire oui, vous m'avez bien expliqué comment, mais je vous mets 5 parce que bah ouais, enfin il y a pas de pourquoi là-dedans, il y a pas d'enchaînement, il y a pas de structure, il y a rien. C'est voilà, en fait, vous me faites un joli catalogue, c'est le comment n'amène pas forcément au catalogue, hein, je tiens à préciser. Oui, non, bien sûr. Mais ça c'est le ressenti qu'il y a eu dans pas mal de copies. Mais le comment n'est pas forcément un catalogue, attention. Alors, moi, la vision que j'ai de la disserte, c'est que ça doit être quelque chose qui doit te faire progresser. Et voilà, c'est ça. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Enfin, quand je te dis c'est quelque chose qui doit nous permettre de réfléchir, c'est on part d'un point de vue et on nous pousse à construire notre pensée. Oui, mais à partir de ça. Et du coup, en fait, c'est le fait de nous obliger à répondre de façon claire à un problème qui va nous permettre de construire une pensée qu'on avait peut-être déjà à la base, mais pas de façon explicite. Mais c'est indirect. C'est indirect dans ton cas. C'est-à-dire que c'est le fait expliquer un sentiment. Par exemple, t'as un texte ou un courant littéraire qui, par exemple, comme le romantisme, par exemple, où c'est des pleureuses qui sans cesse de. C'est faux. Non, je sais bien. Mais tu vas essayer d'expliquer, je dis caricature justement pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. C'est que tu vas essayer d'expliquer comment on met en place un système en fait ou un ensemble de mots, un ensemble de phrases qui justement favorise le propos du romantisme par exemple. En tout cas les idées du romantisme. Une fois que tu as expliqué, ça n'empêche pas que, n'importe qui lit un livre romantique ressent ça. Il n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi et comment l'auteur a mis en place le sentiment qu'il ressent à la fin du premier tome des Mémoires d'Outre-Tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on n'est pas d'accord. Ah d'accord. Parce que je tiens à préciser avant de me lancer dans l'argumentation que je vais faire, c'est que chaque fois que j'ouvre un livre, y compris un classique, je ne fais pas systématiquement réfléchir à chaque page, comment c'est écrit, voilà. Je vais pas décortiquer chaque phrase. Je vais d'abord passer par le ressenti et après peut-être que plus tard j'aurai envie d'y revenir parce que j'aurais été particulièrement touché par un texte, etc. Bon, point. Mais moi je pense que si tu es bouleversé d'une manière ou d'une autre par une œuvre et qu'en la refermant, tu ne vas pas réfléchir à pourquoi tu as été bouleversé, tu as loupé quelque chose. D'accord. C'est ça, on est d'accord. Alors, donc, je peux prendre un autre exemple. Alors, c'est une analogie, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas parce que tu ne sais pas expliquer comment ton corps produit un plaisir, par exemple un orgasme, que tu ne sais pas ressentir les orgasmes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que je dis que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'une paronomase. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Donc, et là où je veux en venir, c'est moi je pense que pour Cédric, chaque dissertation, doit t'apporter, j'allais dire, un orgasme. mais on n'en est pas loin. Mais c'est-à-dire que chaque dissertation doit t'apporter quelque chose de plus, pas uniquement t'expliquer comment comment fonctionne l'orgasme. J'ai l'impression d'être d'accord avec vous. En fait, c'est frustrant parce que j'arrive pas à expliquer pourquoi mon point de vue vous rejoint.
Je vais prendre un exemple de disserte qui est hyper galvaudé. Je pense que Natacha t'as forcément été confrontée. C'est la poésie ne sert-elle qu'à exprimer des sentiments personnels. Oui. Tu l'as déjà eu celle-là, je pense. Hein, oui, mais alors, j'avoue, je l'ai donné à mes premières cette année. Ouais, et c'est parce que c'est un très bon sujet. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette disserte, c'est d'une. Alors, il va y avoir des connaissances forcément. On parle de poésie, c'est un sujet qui est quand même assez restreint, quoi. Tu vas pas me parler de romans pendant 3 plombes. Tu vas me faire le lien forcément, c'est une disserte du comment. C'est-à-dire, voilà, comment on exprime des sentiments et tout ça. Mais à la fin de ma disserte, j'estime en tant que prof que j'aurais gagné si mon élève, attention, je suis encore dans le cadre du cours particulier. Donc les exigences sont plus hautes parce que tu passes plus de temps, c'est plus facile. J'ai gagné si mon élève a une réflexion sur le thème de sentiment personnel. À savoir qu'il me dit, bah oui, déjà, un sentiment, c'est forcément personnel. Et il n'y a pas que, la poésie n'est pas le seul média qui exprime des sentiments personnels. Chaque média, en fait, c'est du sentiment personnel. C'est en fait votre question. C'est une question qui est, je vais pas dire une question bête parce que c'est pas une question qui est bête en soi, mais c'est une question qui mérite d'être dépassée. En fait, c'est votre question. La poésie sert-elle à exprimer les sentiments personnels ? C'est pourquoi vous limitez à la poésie, quoi ? Enfin, c'est puisque tous les médias sont comme ça. Alors, si jamais il y a des élèves qui nous écoutent, attention, ne le formulez surtout pas comme ça dans les copies, parce que là, vous pouvez... Oui, parce que là, c'est c'est 2, et encore gentil. Mais par contre, ça, c'est une ouverture en fin de conclusion qui est très... Moi, ça mérite un grand 3. Un grand 3 à l'aide mais d'exemples. Du coup, le risque là, parce que là, on n'a pas fait assez de méthodes, je trouve, pendant ce podcast. Là, si on parle de méthode vraiment, moi, je vais le dire à mes élèves, vous pouvez faire ça, mais le risque, c'est que vous fassiez un plan catalogue en grand 3. Petit A, ce qu'on peut ressentir en lisant un roman, petit B, ce qu'on peut ressentir en lisant du théâtre, et petit C, ce qu'on peut ressentir en lisant un essai. Ah oui, non, je vois pas comme ça, en fait. Ouais, mais c'est pour quelqu'un qui maîtrise mal l'exercice, c'est le risque. Il le voit plutôt en conclusion. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que c'était... tu le voyais plutôt en conclusion. Non, je le vois plutôt... en grand 3. Moi, je le vois en grand 3. Parce que, pour moi, ça fait partie, en fait, tu vois, l'objet d'une dissertation pour Cédric, ça fait partie de l'objet d'une dissertation pour Cédric que de dépasser la question elle-même. Alors qu'il me semble que dans le cas de Natacha, l'objet d'une dissertation est de traiter une question. Toute question ne peut pas être dépassée. En fait, parce qu'en plus, en général, on demande justement en grand 3 de faire un dépassement du sujet, voilà. Sauf que le dépassement du sujet, en général, correspond pas dans une mauvaise dissertation. Et c'est mon cas, hein. Moi, très honnêtement, je sais pas encore faire une bonne dissertation, mais quand quand j'essaye de dépasser, mon sujet, et ben, je fais le grand saut, ce qu'un de mes profs appelait le grand saut dans l'inconnu, et je finissais par faire du hors-sujet, en fait. Ça, c'est le gros danger. Ouais. Voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé mon point entre vous. C'est que je pense qu'il y en a un qui cherche à répondre à une problématique alors que l'autre cherche à traiter une problématique. Et moi, je pense que Cédric, il cherche à répondre. C'est-à-dire qu'à la fin de sa copie, moi, je pense que Cédric serait satisfait d'une de ses copines, d'une de ses dissertes, s'il estime avoir donné une réponse claire et définitive, selon lui. Hein, il dit, enfin, tu vois, selon lui, ça le convainc. Il est définitivement convaincu que ceci. Et lui, il sera satisfait. Alors que toi, ce n'est pas essentiel. Que l'élève soit convaincu de son propos. Non, mais je pensais à toi faisant une dissertation quand je disais ça, excuse-moi. Oui, parce que répondre, traiter. C'est Natacha traite, Cédric répond. Oui, parce que je pense que c'est une... Alors, je suis désolée, mais donc j'espère que je vais pas être violente en disant ça, mais je pense que c'est une honnêteté intellectuelle de la part de la personne qui rédige de finir en disant... en s'affirmant, parce que je tiens à ce que mes élèves s'affirment. Par exemple, j'aime bien que mes élèves écrivent prénom et non, pas Forel Natacha, mais Natacha Forel sur les copies. Je préfère. Bon, bref, peu importe. Après, tu vas m'engueuler de mettre ton nom de famille dans les podcasts. Oui, mais c'est voilà. Donc j'aime bien quand les élèves s'affirment, si tu veux, mais pour moi, c'est une honnêteté intellectuelle que de rester prudent quand même dans l'affirmation et de dire voilà, bon, je suis arrivé à ce point-là, je suis convaincu de ça, certes, mais si ça se trouve, il y a des choses que j'ai pas encore vues, ou il y a des choses que j'ai pas encore abordées, ou voilà. Enfin. Pour moi, ça c'est de la fausse modestie en fait. Enfin, en tout cas, moi, je suis exactement comme Ced. C'est-à-dire que j'ai tendance, quand je fais un traitement, à finir par une réponse définitive, et bien sûr. C'est la réponse définitive, telle date, et je dis pas c'est la réponse définitive éternellement, tu vois. Je suis désolée. Et après on passe la parole à Emmanuel. Oui, ok. Alors je suis d'accord avec toi quand c'est dans le cadre d'une œuvre ou d'un texte que tu vas publier en ton nom,
en dehors de tout cadre scolaire. Quand tu es dans un cadre scolaire, le problème, c'est qu'on attend de toi cette fausse modestie. D'accord, ouais, ça marche. Ok. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, non, d'accord. On est d'accord. Ça, c'est vrai surtout pour le lycée, le CAPES. Malheureusement, ça dépend beaucoup des correcteurs. Oui, c'est très aléatoire. Je me demande, moi, si en pointillé, derrière ce que vous venez de dire tous les trois, il n'y a pas aussi la question de la place des auteurs ou des philosophes qu'on fait apparaître et qu'on étudie dans la dissertation, à savoir, est-ce qu'on les pose plutôt en tant que détenteurs d'une vérité, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein, encore une fois, le terme est pas bon de vérité, mais ou est-ce que on est d'une thèse, voilà, qu'on accepte ou qu'on infirme, ou est-ce que vraiment on les voit comme des sujets qu'on peut remettre en cause et dans ce cas-là partir un peu plus vers ce que dit Ced. Ouais, c'est marrant ça. Natacha, vas-y, commence. Ouais, alors ouvre le feu. Après, moi, je vais te citer un de mes profs de prépa que tu voulais pas reprendre. Ouais, j'avais juste un truc à dire pour confirmer ce que disait Emmanuel, c'est que moi, la dissertation, en fait, un truc qui me gênait, c'est que citer en exemple des auteurs avec lesquels j'étais jamais d'accord avec aucun des auteurs, quoi. Du coup, les prendre en exemple, ça m'énervait parce que je m'appuyais sur des trucs et j'étais d'accord avec personne et du coup, devoir faire un grand 1, argumenter sur des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord, faire un grand 2 sur lequel j'étais pas d'accord du tout non plus, et faire un grand 3 et devoir faire un grand 3 et devoir utiliser des exemples qui sont artificiels parce qu'au final, tout ce que je pense, c'est que croyance, donc je peux pas le justifier. Putain, le mec, c'est un rôliste et il veut pas incarner d'autres personnages. C'est fou, ça. Non, par contre, pour le coup, là, le terme d'humilité qu'utilisait Rome, non, c'est pas exactement le terme que tu as utilisé. De fausse modestie. Ou de vraie modestie. Moi, je pense aussi qu'il y a un moment où il faut peut-être placer un peu de vraie modestie. Non, mais l'humilité, et dire qu'il y a des important, mecs qui ont bossé dessus pendant toute leur carrière et pour arriver à, voilà. Oui, alors le truc c'est que en fait, normalement dans l'idéal, quand vraiment t'arrives à faire une bonne dissertation, tu fais pas une dissertation avec des. Alors, je cite et j'explique ensuite parce que ça va faire hurler, mais je cite mon prof de prépa de lettres. Tu ne fais pas une bonne dissertation avec des arguments, mais avec des exemples. Dans le sens où tu vas dire le réalisme a pour vocation de faire une peinture exacte du monde. Tu donnes un exemple. Je sais pas, par exemple la vie les conditions et les grèves des mineurs dans Germinal de Zola. Le naturalisme. Et en fait, cet exemple-là va moins te servir à illustrer ton propos précédent qu'à rebondir sur un autre argument en disant oui, mais dans Germinal, c'est pas exactement une peinture exacte du monde parce qu'il arrive à en faire quelque chose d'épique ou de fantastique selon à quel texte on se réfère. La bête humaine, c'est carrément fantastique. Voilà, oui, c'est ça, la bête humaine, voilà, mais même la description initiale de Germinal avec la fosse complètement monstrueuse, etc. Génial, Zola. Oui, c'est trop bien. Voilà, et donc ça va te permettre d'exemple c'est dommage que vous ayez pas de visuel là, mais d'exemple d'argument en exemple, en fait, tu vas rebondir avec une espèce de mouton. L'exemple ne sert pas de conclusion à un argument, mais de rebond pour le sujet. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, t'aurais pu faire des super dissertations. T'aurais pu faire des super dissertations en disant. En défonçant à tour de bras les exemples. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. C'est en fait pour la dissertation. Enfin, moi, ce que je préconise, c'est même en commentaire d'ailleurs, parce que ça marche bien. Enfin, c'est le 3 parties. Parce qu'en France, on est très ternaire. On aime bien. Ça marche par 3. C'est une question que je voulais poser au tout début. À chaque fois que pour les 3 types de dissertation, il y avait 3 parties dans chacune des 3. Il y a 3 parties, 3 sous-parties. Hein. C'est le must. C'est le must du must. C'est le Saint-Esprit, le Père. Alors, j'y ai pas pensé, mais c'est vachement. je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ce qui nous est présenté comme le must du must. Après, attention, je crois à mon avis, ça doit être un exercice latin ou grec quelconque. C'est très possible. Si je suis sataniste, je peux pas faire une dissertation en 5 parties. Alors, en fait. Moi, je pense que c'est aristotélicien à l'origine. Hein. Je pense que ça doit venir de la poétique, en fait. Très honnêtement, moi, par exemple, j'ai fait que des dissertations et des commentaires en 2 parties jusqu'au bac compris. Sauf en philo. Mais hérétique. Mais oui, mais parce que je savais pas faire une 3e partie quand j'étais au lycée.
mais c'est compliqué la troisième partie. Enfin, vraiment, c'est la plus balèze. Et c'est la plus prenante aussi. Si, au bac de français, j'ai fait un commentaire en 3 parties, mais c'était un peu particulier. Et puis j'ai fait, enfin bon, j'ai fait n'importe quoi. Mais peut-être que le risque d'être sur 2, c'est d'être justement trop binaire et pas assez nuancé. Oui, exactement. Et en fait, par contre, c'est aussi, il faut savoir que c'est un exercice qui est très français. C'est le seul pays où on fait ça. Ouais. Et l'essai, la dissertation, ouais. Et l'essai aussi, oui. Et l'essai anglais, par exemple, n'a pas du tout ce schéma-là, est beaucoup plus linéaire et suit beaucoup plus le fil de la pensée, par exemple. D'accord. Ça, c'est important aussi, le fait que c'est un exercice français. En fait, c'est marrant parce que Adrien disait ouais, moi je vais servir à rien, tout ça. Sauf qu'en fait, en disserte, c'est un exercice qui est ultra scientifique. Ouais. C'est 3 parties, 3 sous-parties. Tu fais, alors moi voilà la méthode que je préconise. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est ça. À mes élèves, c'est d'abord vous mettez vos idées, ensuite vous les structurez dans un tableau. Vous utilisez un tableau, on est en disserte, on est en littérature, on utilise un tableau. Exactement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous regroupez vos idées dans un plan où il y a un grand 1 et vous mettez un titre, il y a un petit 1, vous mettez un titre, il y a un petit 2, vous mettez un titre, et ainsi de suite. Et vous classez ensuite vos idées qui sont à l'intérieur des sous-parties en 3 sous-parties, je vais dire, qui consistent introduction, exemple, conclusion. Ouais. C'est toujours ternaire comme ça, et c'est ultra scientifique parce que si tu appliques cette méthode, c'est la moyenne assurée. C'est ultra compréhensible. Je devais juste être un petit con à l'époque. Non, mais alors, c'est parce qu'on te le présente pas forcément comme ça. Alors, enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont présenté comme ça. À l'époque. Mais c'est vrai que c'est un exercice comme il est très difficile à faire, il est très difficile à expliquer aussi. Et du coup, il est pas toujours très bien expliqué. Et en plus, en 2 ans de préparation au bac de français, on n'a pas le temps de se concentrer à fond autant sur les 3 exercices de fin de bac. Et moi, je sais que par exemple, cette année, j'ai passé très peu de temps sur l'écrit d'invention. Mais en même temps c'est normal. Mais non mais et puis j'ai passé beaucoup plus de temps sur le commentaire de texte que sur la dissertation. Enfin parce que je préfère le commentaire de texte. Ouais, puis ça c'est moi c'est ce que j'avais l'impression que c'était dans tous les cours de français. Mais j'ai une formatrice, la formatrice géniale qui a fait la séquence sur la politique là, elle l'assumait complètement. Elle disait moi mes élèves ils vont moins travailler l'écrit d'invention. En fait c'est pareil hein, je suis complètement. Le système est important. C'est lié au système en fait. Puisque de toute façon il y a l'oral aussi à préparer dans lequel on va faire des listes de texte. Donc en gros, qui se rapproche un peu du commentaire de texte. Tu sais ce que c'est comment ça s'appelle d'étudier le commentaire de texte avec ses élèves? Ça s'appelle faire de l'optimisation. Tout simplement. T'optimises le temps qui t'est alloué. C'est clair que c'est beaucoup plus intéressant en termes de points et d'optimisation d'étudier ça. Et puis l'écriture d'invention, c'est un truc qui doit être vachement plus compliqué à apprendre. Parce que c'est beaucoup plus personnel. Il y a moins de méthodes et c'est plus personnel. Du coup, contrairement à une dissertation ou un commentaire. Alors pour moi, l'écrit d'invention, c'est une façon détournée de faire un commentaire ou de faire une dissertation. Mais ça, c'est encore un autre problème. Non, mais entièrement d'accord. Je trouve que l'écrit d'invention, c'est de la malhonnêteté intellectuelle en fait. Parce que peu importe le talent que tu auras, si tu ne sors pas certains points qu'on te demande dans les autres exercices, alors disserte et commentaire, t'auras pas la meilleure note, t'auras pas la note et inversement, par contre, au contraire, ça peut être aussi du coup un point positif, c'est que si t'as appris à faire les 2 autres, peut-être que tu peux arriver à faire un écrit d'invention. Et tu peux faire, voilà, c'est ça, tout à fait. Et oui, je revenais. Ah oui, voilà. Alors le côté scientifique de la chose. Ce qui était très amusant, j'ai eu donc 2 élèves de même famille. Romuald et Pauline, on sait jamais s'ils nous écoutent un jour. Et il y en a un première littéraire, la seconde vocation scientifique. Puis un jour, je fais écoutez, je vais faire la disserte. Voilà, on est en cours particulier. Plutôt que de vous faire payer 1 heure chacun, étant donné que ça va être quasiment la même chose. Toi, Pauline, tu le verras l'année prochaine. On est en avril, c'est bon. Allez hop, dans le même sac. On va faire la disserte. On fait la disserte. Donc Romuald, tu es en première littéraire, galère énormément sur la disserte. De très bonnes idées, ça fuse, mais il y a aucune structure, rien, c'est le bordel. Il y a des bonnes idées à droite à gauche, mais en disserte, il avait dû faire une disserte à ce moment-là, c'était pas la moyenne. Pauline, elle, moins d'idées fulgurantes, mais une compréhension totale de l'exercice. Ce qui fait que si elle avait fait une disserte à ce moment-là, c'était la moyenne assurée. Elle était en seconde vocation scientifique, lui, première littéraire. Quelle meilleure preuve ? En général, les profs de français préfèrent les classes de première S. Parce que justement, il y a cette clarté de pensée Oui, et c'est pour ça que moi je dis à mes élèves, quand j'explique l'exercice de la dissertation et la construction du plan d'une dissertation, vous êtes en train de faire
ou un puzzle, ou une équation selon le moment de la négociation où j'en suis. Un puzzle parce que le plan vous le construisez donc exactement de la façon dont tu l'expliquais tout à l'heure Cédric, avec ou un jeu de Lego aussi. Et un jeu de construction de Lego, et votre construction, si elle n'est pas équilibrée, elle va tomber. L'équation, parce que quand j'essaie de leur expliquer ce que c'est que le grand 1, le grand 2 et le grand 3, je leur dis grand 1 plus grand 2 arrête de dire on fait une équation, ça veut rien dire. On résout une équation. C'est juste pour ça qu'il veut nous emmerder. C'est bon. Il a raison. Et toi, principe de charité, écoute ce qu'elle veut dire, non pas ce qu'elle dit. Donc, dissertation. Mais en tout cas, oui, on voit bien le truc, c'est la dissertation est un exercice, de recherche. C'est ça. C'est un exercice de recherche et de construction. C'est c'est pas. Faut arrêter de se ramener en première aile en se disant c'est pas grave, j'ai une petite plume, j'ai du talent, j'ai 18. Ah non les gars, non, vous allez arriver, vous avez une petite plume, du talent. Si vous bossez pas la méthode, vous avez 3 et puis c'est tout quoi. Ouais. C'est un peu cruel quelque part, mais quelque part c'est aussi légitime parce que c'est pas seulement avec une plume et un peu de talent que qu'on se construit soi-même. Et c'est aussi un exercice qui est, du coup ça va rejoindre le problème de rhétorique et pédagogie de tout à l'heure. Excellent, parce que je voulais justement y arriver. C'est aussi un exercice qui va permettre de formuler une pensée pour qu'elle soit accessible à la personne qui va la lire. Ouais. On me dit souvent écris des dissertes pour ta petite sœur. Je m'étais fait emmerder avec ça. Le jour de ma je dis simplement à mes élèves, pensez que je suis pas dans ça. votre tête et que votre correcteur est pas dans votre tête et il est pas dans la classe avec nous, donc il a pas fait ce qu'on a fait en cours. Et c'est vraiment un super point pour un élève dire ça. Explique comme si la personne n'y connaissait rien. Ça sert vraiment beaucoup et c'est là qu'on trouve moi je trouve que c'est là qu'on trouve souvent les meilleures copies, parce que l'élève va jusqu'au bout en fait. Il essaye d'imaginer et du coup il se pose des tas de questions et au final il découvre des tas de choses qu'il n'aurait pas découvertes parce que l'évidence en fait ça te écrase. C'est parce que tu prônes aussi pour l'écriture d'un livre de base, d'un livre de règles, de jeu de rôle. Si, c'est exactement ce que je prône aussi pour l'écriture d'un livre de base. Ouais. Effectivement. Pourquoi tu me fais le rapprochement? Non, c'est le rapprochement, c'est tout. Ouais. Écrivez le livre de base. Mais non, mais je te vois avec ton petit sourire malicieux là. C'est écrivez le livre de base comme si vous l'écriviez à vos grands-parents, c'est ça? Oui, c'est ce que je dis souvent. Ouais. Alors Emmanuel. du coup, moi je me posais quand même une question là finalement avec ça. Est-ce que derrière on laisse la moindre liberté à la personne qui va lire la disserte, que ce soit sa grand-mère ou quelqu'un qui soit déjà initié, de se faire son propre avis quoi? Alors, ça dépend, comment dire. À la personne qui va lire. Quelque part, j'ai envie de dire, si derrière on lui donne pas des clés pour qu'il réfléchisse lui-même, finalement, ça reste un exercice hyper scolaire. Et c'est pour ça la c'est modestie. Une super question. Mon mari de tout à l'heure, oui. C'est ça que je cherche à faire. Oui, mais tu vois, il y a l'idée de traiter, tu vois, chez toi. C'est-à-dire que c'est ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire l'idée que la dissertation sert à voir de façon à pas faire son marché presque quand on est lecteur d'une dissertation, mais voilà. Alors que Cédric, moi j'ai pas l'impression que ce soit ça le but. Moi j'ai l'impression que le but c'est de faire la dissertation en elle-même est un objet de rhétorique et en tout cas c'est ce que je pense en écoutant ton discours. Je me pose une question très bête. Est-ce que la dissertation a comme vocation à être lue par quelqu'un? Enfin, à part être corrigée, mais. Ouais. Ça c'est. Alors du coup, peut-être c'est vraiment une question. Est-ce qu'il existe des dissertes d'auteurs qui sont vendus dans des rayons de librairie ou autre? Enfin, je pense qu'il y a dû y avoir quelques auteurs du 20e qui ont dû faire ça en cours. Sartre a dû forcément disserter. Il est passé par une prépa littéraire. C'est pas les essais, ce qu'on appelle un essai, c'est pas. Non, parce que ça c'est pas. Ce que je veux dire, c'est pas publier les dissertes que Sartre a fait en prépa. Parce que ça a plus un aspect de biblio pour les passionnés de Sartre. Mais est-ce qu'il y a un mec qui se dit un jour, plutôt que d'écrire un essai, je vais écrire une disserte? Voilà, je vais écrire des dissertes et je vais les publier. C'est un travail littéraire que je vais faire moi, maintenant, adulte, qui vit de ça. Tu comptes les anabacs? Non, c'est vraiment une question parce qu'en fait, les articles. Et du coup, ça répond pas mal à la question entre Natacha et Cédric. Pas forcément, mais il y a des articles qui sont construits comme des dissertations. Si c'est fait pour ne pas être lu, eh bien, c'est la réponse de Cédric. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout et affirmer ses idées. Quitte à ce qu'elles soient fausses. Non, j'aurais dit l'inverse. Tandis que si c'est fait pour être lu par quelqu'un, effectivement, partir du principe de prudence, c'est laisser le lecteur capable de se faire sa propre idée à la fin. D'accord. Oui, alors d'accord. Oui, effectivement. Juste un point. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un essai?
Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, j'ai jamais. Tu ramènes le ballon ovale derrière la ligne. Voilà, ça c'était fatal. Le ballon ovale. Tu m'expliques là. Ça se joue avec des cartes. T'as pas essayé la version ballon qu'on a inventée? La version ballon? Non, on en a fait une partie de Val Narratif Rugby l'autre jour. Vous avez fait ça, vous? Bref, avant de perdre tout le monde, l'essai. Oui, pardon. Donc, l'essai. Du coup, j'ai oublié ce que c'était ta question. Qu'est-ce qu'un essai? Comment est-ce que tu définis l'essai? Est-ce qu'on a un exemple avant Montaigne? Un exemple d'essai avant Montaigne. Il y a Icare qui a essayé de voler. Oui. C'est malheureusement ça va faire un flop. Flop. Ouais, mais j'aurais dit peut-être ouais, tu vois par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Même pas, c'est un discours. J'arrive pas, moi j'arrive pas à la Boétie, mais c'est même pas dans l'ordre de l'essai, quoi. Discours sur la servitude volontaire. Ouais. Je vous pose la question parce que moi-même je n'ai jamais réussi à définir vraiment ce que c'était. Alors en fait, ça dépend. Essayiste, j'entends des gens qui se décrivent comme ça. Ça dépend de à quelle échelle tu te places. Quand t'arrives en master, en tout cas à Lyon 2, on te dit bon, vous allez avoir un cours, ça va s'appeler Histoire et théorie des genres. Donc t'as l'histoire et la théorie du théâtre, l'histoire et la théorie de la poésie et l'histoire de la théorie du roman, enfin du récit de façon générale. D'accord. Bon, tous ils te disent en plus les genres littéraires. Hein, voilà, bien non mais hein. et en plus quand tu vas en intro de ces cours-là, ils te disent non mais de toute façon la notion de genre n'existe pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, c'est pas encore une fois, on parle de genre littéraire. Oui, oui, les genres littéraires, oui, pardon. C'est important parce que la théorie du genre en ce moment, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas changé l'intitulé de ce cours depuis. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc le quatrième cours, c'est Histoire et théorie de l'essai. Ouais, d'accord. Donc essai dans ce sens-là, c'est tout ce qui est littérature entre guillemets purement d'idées, si on peut dire. Mais justement, je me demande si c'est pas finalement la dissertation destinée à être lue. Et donc type le discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, le type l'encyclopédie, type. Alors, on le prend pas en littérature. Attends, on n'a pas entendu. J'ai pas entendu ce que Marx. Marx. Marx, on le prend pas en littérature, mais bon, c'est voilà. Et si, et alors. C'est dommage qu'un Marx et ça repart. Oui. Si, par contre, il classe dans ce cours-là aussi tout ce qui est l'histoire de la critique littéraire avec Kundera. Par exemple. D'accord. Bah oui. Ouais, les essayistes, ce sont même, tu vois, le discours de Rousseau, ça reste un discours en fait. Oui, non mais voilà, mais c'est tout ça pour dire quand t'es dans le cas d'un cours de lettres, ce que ça peut, ce que ça peut regrouper. Un essai, voilà, c'est le bordel quand même. Un essai au sens de Montaigne, Montaigne il commence en disant presque, je vais écrire au fil de la plume. Et c'est un journal de ce qui lui arrive, autant physiquement que psychologiquement. Il va dire j'ai mal au ventre, par exemple. Et il va décrire toute la sensation qu'il y a derrière le fait d'avoir mal au ventre. Ouais, avec une tentative quand même d'explication. Et il y a quand même de l'argumentation aussi. C'est ça qui me gêne en fait dans les essais, parce que c'est quand même très proche du discours. Il y a des tentatives d'argumentation dans les essais de Montaigne. Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis tombé au capes sur un texte de Montaigne avec de l'argumentation sur la mort, tout ça. Oui. C'est il va prendre des arguments adverses pour les démonter ensuite. Il y a ce petit principe, on va dire, de dissertation. Mais ce n'est pas une dissertation. Dans le sens où c'est pas le rythme ternaire qu'on attend. D'accord. Ce n'est pas le rythme, et même au niveau du fond. Je suis désolé, Manuel. Après, il y a pas de souci. Je te rends la parole. Même au niveau du fond, il n'y a pas, cette volonté de voilà, je vais démonter tel auteur, et puis je vais prendre un autre auteur, et puis je vais tous les défoncer, et puis je vais imposer mon truc. Des fois, ça peut partir de ça, c'est vrai, comme je le disais, d'arguments. Donc là, par exemple, pour les évangélistes pour Montaigne. Et puis, mais des fois, ça peut partir, en effet, comme disait Natacha, j'ai mal au ventre. Ah bah tiens, je vais réfléchir là-dessus. Ouais. L'essai, j'ai l'impression que c'est un discours pas structuré, qui rentre pas dans un cadre particulier, et tout ce qui rentre pas trop dans un cadre un peu particulier, on l'appelle un essai. Et justement, Montaigne appelle ça les essais parce qu'il essaye quelque chose de nouveau en littérature et en philo. D'accord. Merci Natacha pour cet éclaircissement. Emmanuel, qui est derrière moi, en fait, je la vois pas, donc quand tu veux prendre la parole, faut que tu passes. Non, mais que chacun finisse ce qu'il a à dire. Je signalais juste le fait qu'en fait, moi, des 2-3 essais que j'ai pu lire, après je lis pas ça tous les jours, faut pas déconner, je suis pas une intellectuelle, je lis de la science-fiction. Ouais, c'est pas, comment dire, c'est pas une question d'être intellectuel ou non, c'est que des fois les essais c'est chiant, comme tout. Oui, non, mais moi, toute forme de littérature. J'ai jamais réussi à les lire en entier, par exemple. Blague à part, j'ai l'impression que l'essai, c'est vraiment le déroulement de la réflexion, un peu de la même façon qu'on peut lire des fois les carnets.
Dupont, je pense notamment. Oui, tout à fait. Oui. Et que donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui peut sembler comme non structuré, quelque chose qui sera pas de la dissertation, puisque finalement la dissertation est censée être l'aboutissement de la réflexion, mais que là dans l'essai on déroule la réflexion point par point, tout le cheminement. Après, une des propositions, une définition que je propose. Dans des micro-phases de texte, on peut retrouver des schémas qui rappellent la dissertation. Mais il faut savoir aussi que la dissertation, de toute façon, c'est un exercice qui a été finalement inventé relativement récemment, je pense. Oui, c'est très récent. Attends, J'aurais tendance à dire fin 19e, début 20e. Ouais, moi, je pense que c'est fin 19e, la dissertation. Ça se vérifie, mais bon. Je pense, voilà, pas très important. Et alors, du coup, je reviens de là où on était parti. Effectivement, quand un élève de seconde, de première, de licence, de master, de CAPES, rédige une dissertation, bien évidemment, il ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre à part le correcteur qui le lise. Et il l'écrit pas pour la publier, par exemple. D'accord. Donc, effectivement, tel que vous l'avez formulé, là, je peux que rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que, bah oui, finalement, vu que c'est comme ça, il faudrait finir absolument par affirmer haut et fort son point de vue. Après, c'est une prise de risque, hein. C'est une prise de risque pour commencer, et en plus, mais ça peut être intéressant. Enfin. Ouais, puis voilà. Et en plus, moi, j'ai tendance à un élève qui me dirait ça, j'aurais tendance à lui dire, ok, c'est vrai. Mais écris-le quand même comme si tu avais envie de le publier. D'accord. Ouais. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui écrit à vocation. Ouais, c'est d'accord. C'est là après où je rejoindrai pas Natacha, c'est que même si j'avais publié, je publierais tel quel. C'est voilà, avec le grand 3, je pose mes bollocks sur la table. Ça percute, ça frappe un peu, mais tu vois, la vision guerrière de Cédric de la dissertation avec ses bollocks. Non mais c'est très intéressant la manière dont il en parle en fait. C'est le cœur ici de ce qui les oppose, c'est-à-dire que Cédric a une vision guerrière de la dissertation, c'est-à-dire que la dissertation c'est un bélier. C'est au sens, c'est ce qui va enfoncer des portes. On enfonce des gens. Exactement. Alors que Natacha, je pense pas. Et je pense que je le rejoins, Cédric, là-dessus, en fait. Ouais. Pour le peu que j'ai pu en faire. Ouais, moi je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'au contraire, justement, l'intérêt de la dissertation française dans son rythme ternaire, c'est que ça soit pas aussi violent que ce que vous dites. Mais en fait, moi je la compare plutôt à ton commentaire de texte où tu montres les choses sans prendre parti, où au final tu dénonces une suite de faits sur ce qui se passe dans le texte. Alors le commentaire est organisé selon un plan qui ressemble finalement beaucoup au plan de dissertation aussi quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la finalité d'un commentaire, c'est expliquer le texte et comment il fonctionne et tout ça, c'est ça. Oui, absolument. Le commentaire, oui. Ouais. Tandis que du coup, la dissertation à l'opposé ne va pas. Des outils stylistiques, rhétoriques. Je pense que la dissertation, du coup, te met plus toi personne dans le texte que. C'est peut-être une des oppositions qu'on peut y voir entre les deux. Ouais, moi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans cette opposition, en fait, autour de la discussion, autour de la dissertation, on voit aussi une différence de position d'esprit entre deux. C'est-à-dire que quand on prend, d'où vient encore une fois, d'où vient ce débat autour de la dissertation? Il vient du discours d'Olivier dans la cellule sur le terrorisme. Qu'a dit Natacha après avoir écouté le podcast? Elle a dit, moi, j'aimerais entendre quelqu'un qui me dise la même chose d'un point de vue qui me parle du même sujet, du même thème, mais avec une thèse tout opposée et d'aussi belle manière que Olivier l'a fait dans le podcast. Cédric, lui, il a dit non, Olivier est trop classe, trop bien, tac. Tu vois, il y a tout de suite un côté, le discours. En fait, pourquoi? Parce que Olivier et Cédric ont un esprit bélier. C'est-à-dire, en fait, ils ont un esprit enfoncé. C'est-à-dire que le but de leur discours est toujours, mais je me retrouve assez dans ceci dit, dans. Je vais y apporter une petite nuance après par rapport au terrorisme. Pour l'esprit, je suis d'accord. Je grossis le trait pour souligner un point. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ce côté quand on parle. Je pense Cédric et Olivier, c'est on veut enfoncer la porte de l'esprit de quelqu'un d'autre pour lui asséner une idée. Tu vois, il y a un côté guerrier. Alors que toi, Natacha, tu veux apercevoir les choses de façon avec beaucoup plus de recul, étudier toutes les positions et tu n'as pas envie de te laisser influencer. Tu n'as pas envie de te laisser embarquer dans un discours. Pas trop facilement. Après, j'aime bien aussi, si je fais ça, c'est aussi parce que je pense que le point de vue de l'autre a quelque chose à m'apporter.
Mais eux aussi. Ils ont envie de se faire. En fait, ils enfoncent les gens comme ils ont envie de se faire enfoncer, si j'ose dire. Oui, d'accord. C'est l'aspect avocat du diable pour pousser à donner des bons arguments. Cédric, c'est le professionnel de l'avocatus diaboli. J'adore. J'adore. Quelqu'un qui a discuté avec Cédric au-delà de 3h du matin, c'est que c'est... oui, mais du coup, ouais, enfin voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai pas envie de me faire influencer aussi facilement que ça. Et en fait, ce qui m'a amené à me méfier du podcast de Olivier Stein, c'est outre que je respecte complètement bien sûr, cette personne qui par ailleurs n'aime pas Tolkien, nous le savons. Donc personne qu'elle ne respecte plus. Voilà, si, non mais si. Mais si, évidemment. C'est que quelqu'un dont le métier tourne autour du langage va forcément très bien le manipuler. En l'occurrence, Olivier est avocat. Je le rappelle. Voilà. Mais prof de français compris, je pense. C'est pernicieux ce que je dis parce que. Dit-elle en regardant Cédric. Donc du coup, voilà, je me dis jusqu'à quel point le discours est enjolivé par le fait que de toute façon il a l'habitude, il fait ça en permanence, il est payé pour faire ça, quoi. Ou pas d'ailleurs, mais connaissant toi-même le poids des mots, tu te méfies de base de quelqu'un qui sait les utiliser parce que tu sais qu'il peut te faire passer des idées en contrebande. Et toi, ce que tu voudrais, c'est quand même quand tu entends en tout cas un discours qui vise à convaincre, tu aimerais te laisser plutôt persuader par des arguments plutôt que par des mots jolis. On en revient à cette distinction entre convaincre et persuader. Moi, je pense que s'il y a deux mots différents, c'est pas pour rien. Mais oui, ça, la fameuse discussion avec Darky sur les synonymes, exact. Ouais. Alors, du coup, je vais apporter une nuance parce que même si j'aime l'esprit bourrin de la rhétorique, si j'ai apprécié autant le podcast d'Olivier, c'est parce que l'avis contraire, je l'ai entendu pendant des années et des années. Analyser, mâcher, remâcher. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Et du coup, c'est pour ça que j'aime autant ce podcast sur le terrorisme, parce qu'il apporte quelque chose de nouveau, qui enfonce, c'est vrai, des gens, mais le but du jeu chez Olivier, et j'espère aussi le but du jeu chez moi, n'est pas d'arriver, de poser, encore une fois, mes bollocks sur la table et de repartir. Non, le but du jeu, je pose ça sur la table, et puis on voit ce que ça donne. On pousse pas les gens à adopter notre point de vue, on pousse les gens à réfléchir sur ces notions. Et là, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que tu fais des propositions en vue d'un essai. Ce sont des hypothèses. En vue d'un essai un essai au sens une tentative. Tiens, et allons voir, testons cette thèse, éprouvons-la, quoi. Allons-y jusqu'au bout. Après, moi, je suis quelqu'un de très popperien dans le truc. C'est-à-dire que si mon hypothèse est confrontée, ne serait-ce qu'une fois, à une expérience qui va révéler son aspect faux, j'abandonne l'hypothèse. C'est qu'il y a un biais dans ces types d'esprit-là, il y a un petit biais aussi parfois, c'est qu'on cherche toujours des hypothèses qui n'ont jamais été formulées, des thèses qui n'ont jamais été formulées et qu'au final on n'accepte jamais des vérités comme établies parce qu'on veut toujours trouver de l'originalité. En même temps, je suis quelqu'un de très sceptique, je suis un sceptique popperien, quoi. Enfin, si on veut me mettre dans une petite case, un sceptique popperien guerrier, ça fait un peu bizarre, quoi. Multiclassé avec la race d'elfes et de nains. Mais c'est ça, parce que c'est toujours recherché, en fait. Et finalement, c'est aussi la disserte, ce qui est finalement ce qui est bandant, c'est la recherche. C'est moi, quand j'écris une disserte, j'ai appris vraiment à découvrir cet exercice. En plus du vocabulaire guerrier, on voit qu'il y a le discuter. Mais le vocabulaire guerrier est souvent la virilité, aussi viril. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait atteindre l'orgasme à la fin de la dissertation. C'est bon, ça rejoint. Et c'est très. Ouais, non, mais puis en plus, on remarque à quel point c'est un vocabulaire qui est finalement très sexiste parce qu'on va utiliser le terme de bandant, par exemple, qui s'apparente au terme masculin finalement, alors que normalement, on peut utiliser des termes, des termes génériques comme excitants. Mais voilà, j'aime bien rentrer dans le cliché quelquefois. Bref, ce qui est excitant, c'est cette recherche. C'est pas au final, c'est pas le fait en fait c'est pas le moment où je les pose sur la table. C'est le moment en fait, c'est la progression. C'est le moment qui est avant à poil devant la table et les gens te regardent. Ils savent ce que tu vas faire, ils vous exigent que tu le fasses. Ok, non, c'est bon, on accepte, c'est bon, on a compris ce que tu voulais dire. C'est génial, j'ai exactement le même genre d'esprit que Cédric et sur Internet, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir cette démarche-là. Parce qu'à partir du moment où tu cherches à partir du moment où tu assènes, où tu tentes une vérité, les gens te disent toujours, tu es prétentieux. Tu parles sans avoir vraiment tu fais des tentatives mais qui es-tu pour faire des tentatives, etc. C'est-à-dire que c'est bref, la dissertation d'en parler, mais
j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, mais en tout cas, pour la dissertation, c'est ça. Pour la rhétorique, finalement, on peut être humble et dire des choses, bordel. Un bon rhéteur, c'est pour moi, bon, attention, parce qu'il y a plusieurs types de rhéteurs. Il y a le rhéteur qui va absolument te convaincre de son opinion, te faire adopter, qui va te faire plier. Et tu as le rhéteur, dont fait partie Olivier. Enfin, les rhéteurs dont font partie Olivier, qui vont plutôt te pousser à réfléchir sur ces... Même si, attention, il n'y a personne d'objectif. Évidemment, il préférera que tu aies sa vision du terrorisme. Je pense qu'Olivier, il est quand même dans la première catégorie. Hein. Je ne pense pas. Lui-même. En tout cas, c'est comme ça qu'il se considère. Lui-même, hein. Ouais. Dans ce cas-là, on est tous comme ça. Mais si tu veux, l'intention d'origine n'est pas, c'est pas Jean-François Copé. C'est pas un mec qui va dire, voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. Non, mais il est avocat, Jean-François Copé. Et je crois bien que Sarkozy de formation aussi. Sarkozy a une formation d'avocat. Je crois qu'il y a un. J'ai l'impression qu'il y a un complot. Méfiez-vous des avocats. Mais oui, parce que c'est pour ça, moi, que je me méfie. Parce que ce sont ceux qui détiennent les clés de la société. Ce sont les juristes. Donc, et en fait, Olivier, pour moi, fait plutôt partie de la seconde, parce que même si c'est malhonnête de dire oui, je suis totalement objectif, je veux juste te faire réfléchir. Non, je te fais réfléchir en disant, voilà, regarde, ma solution est la meilleure pour l'instant. C'est, voilà, à toi de réfléchir si on a peut-être une meilleure par la suite, mais pour l'instant, moi, je te présente celle qui est meilleure. D'ailleurs, voilà, le mec la personne qui affirme une thèse, c'est également que lui-même un jour pourra s'auto-défoncer, si j'ose dire. Tout à fait. C'est du premier Wittgenstein et du second. Exactement, et c'est comme ça moi que j'écris mes articles sur Internet. Ça te fâcherait plus. Non, au contraire. Mais c'est justement une des vertus de Wittgenstein, c'est d'avoir su enfoncer sa propre théorie, même si le propos des deux théories reste identique. C'est juste la manière dont on atteint. Ce qui est pas. Mais ce qui est terrible, c'est que moi, c'est Frege, le véritable enfonceur de ses propres théories. Lui, alors là, sans pitié. Et lui, il défonce. Le mec, il pouvait foutre au feu des élaborations énormes. Il a passé sa vie sur un truc, on lui a balancé un billet, et il a tout foutu en l'air, quoi. Et là, il a dit, voilà, je suis qu'une pauvre merde, ça sert à plus rien que je fasse des travaux, quoi. Après le billet de recette. Encore, c'est pas, voilà. C'est la petite histoire aussi. Et ce qui est terrible, c'est que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est pour ça que j'aime pas être confronté à des personnalités comme les vôtres, parce que je sais pas pourquoi, parce que je suis trop sensible, parce que je suis de mauvaise foi, parce que tout ce que vous voudrez, je m'en fous. On peut rester cohérent en affirmant en 2014 A et en affirmant en 2015 non A. Oui, mais il y a des choses sur lesquelles je suis tellement intimement convaincue, et du coup ça rejoint les sentiments. Que je peux pas accepter que on me pousse dans mes derniers retranchements, quoi. Prenons l'exemple de Tolkien. Je préfère qu'on parle de tablettes numériques. De tablettes numériques. Tu veux pas un truc qui fasse plus consensus? Parce que j'adore sur les tablettes numériques. Bon voilà, Natacha est une amoureuse du livre. En tant qu'objet, voilà. Autant que. Je la rejoindrai aussi là-dessus, mais bon. Mais il y a plein d'arguments pour rejoindre. Mais je sais que c'est un sujet quand on discute avec Natacha, ça peut la mettre hors d'elle-même. Alors Tolkien. Un livre, ça sent bon. Oui. Tablette, ça pue. Sauf si tu mets un petit embaumeur au citron ou à la lavande dedans. Voilà, consumérisme, donc. Voilà, et ça sent pas le livre. Non. Les tablettes odeur livre. Non. Non. La merde. Merde. Natacha, on t'écoute. Tu viens de lancer une idée pourrie. Ça va? Qu'est-ce qui s'est fait? Tu t'es cogné. Oh le pauvre vieux. Un juste retour de la nivelle. C'est bien. C'est mon Dieu qui t'a puni, ouais. Ça va, Adrien? C'est classique qui t'a puni. Il a poké. Oh là là. Donc, on parlait quoi? De Tolkien, tu voulais reprendre? Oui, Tolkien, Harry Potter, les tablettes numériques, où il y en a plein. Il y a plein de sujets comme ça. Ouais. Si on me pousse vraiment dans mes derniers retranchements, et qu'on me met des arguments sous le nez auxquels je n'arriverai pas à répondre, j'en serais pas plus convaincu pour autant du point de vue de la personne en face. Mais par contre, elle va exploser. Voilà, je vais partir en claquant la porte et en pleurant. Bon, moi, ça m'arrive souvent avec Darky, pas de claquer la porte et de pleurer, mais et après je passe la parole à Emmanuel. Ça m'arrive souvent à ce moment-là, je dis, attends, on va remettre ça à plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, il me semble que oui, effectivement, tu as un argument décisif, mais faut que j'y réfléchisse et tout. Le problème d'une conversation, c'est qu'on l'a entre deux personnes dans un moment très court et on attend des deux personnes qu'elles se répondent du tac au tac. Or, la réflexion, ça prend du temps. Moi, je mets énormément de temps. Et ça, c'est un problème. Emmanuel.
Ouais, non, enfin, la réflexion que je me faisais, c'est que ça dépend vraiment de la personne à qui on s'adresse. Et effectivement, il y a des gens dont on sait qu'ils vont avoir des arguments contraires parce qu'ils ont étudié la question, parce que c'est des choses qu'ils ont entendues forcément ailleurs, parce que c'est des sujets très connus. Il y a des gens qui vont pas avoir d'arguments contraires et qui, du coup, vont quand même pouvoir être en désaccord parce qu'ils ont une réflexion propre sur la question. Il y a des gens qui vont accepter tes arguments béliers parce qu'ils ont pas la capacité ou la connaissance sur le sujet pour pas les accepter. Et je crois qu'en fait, l'ennui un peu de tout ça, c'est que, en fait, dans la mesure où on est face à quelqu'un qui aurait pas déjà les deux versions, on devrait, avec une certaine honnêteté intellectuelle, je me trompe peut-être, et puis c'est pas facile à faire, présenter toujours en thèse et antithèse, entre guillemets. Et notamment, quelque part, le gros problème des médias de masse, d'internet et compagnie, c'est que finalement on s'adresse à tout le monde et à des gens qui ont une perception très différente des problèmes. D'une façon trop immédiate pour que. Et d'une façon très immédiate et voilà, donc après c'est vrai que l'avantage d'être toujours sur quelque chose de très mitigé, c'est de donner d'avance à la personne en face, quelle qu'elle soit, les armes pour aller se forger sa propre opinion, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'important. Mais je conçois que c'est vraiment pas facile à faire. Oui, non, mais et puis l'avantage de la dissertation pour ça, c'est que c'est un exercice écrit qui nécessite un travail au brouillon, donc forcément qui prend du temps. Oui. 4 heures au bac, 6 heures ou 7 heures, je sais plus, au CAPES. 6 heures au CAPES. Voilà, 6 heures au CAPES et 7 heures à la Greg, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Forcément, ça demande du temps de réflexion, donc forcément on va se poser pour prendre le temps d'analyser tous les examens. Ah oui, non, mais je pense qu'on parle des lettres. Oui, en histoire c'est 7 heures et en philo c'est doit être 7 heures aussi, non? Putain, mes années d'agrég sont loin, mais il me semble que c'est 7 heures. Ouais. Je mettrais pas ma main à couper, mais il me semble que c'est 7 heures. Je crois pas qu'il y ait 8 heures, je crois pas que ça monte jusqu'à 8 heures, mais. Non, je crois pas. Parce que ça devient déjà un marathon, 7 heures. Mais, oui, c'est déjà énorme. Eh bien voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'argumentation, le convaincre, le persuader, la dissertation. On y découvre en fait des esprits, des tournures d'esprit différentes, des manières de penser différentes à travers ce sujet. Voilà, c'est ça qui est. Je peux faire peut-être une toute petite remarque. Seth a dit un truc très intéressant avant le podcast. T'as dit, finalement, pour moi, c'est devenu naturel. Et je pense que le fait, pour vous, d'en faire un métier, d'avoir réfléchi la chose, ça structure effectivement la pensée. Et c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que c'est devenu naturel. Bon, après, je vais finir là-dessus, mais c'est pour faire un lien avec le jeu de rôle. C'est amusant ce que disait Adrien tout à l'heure. C'est vrai, moi, j'étais une bille. Au lycée parce que je comprenais pas le fait je voulais pas défendre des arguments qui étaient pas les miens et autres, et moi je me suis rendu compte qu'avec le jeu de rôle que j'ai découvert très tardivement, j'ai découvert à 18 ans avec Rome, c'est qu'en fait ça m'a permis de mettre à la place finalement, en fait quand je fais une disserte, je prends des dissertes philosophiques par exemple, j'ai Platon, grand 1 Platon, je suis Platon. Je suis Platon et puis j'écris les arguments de Platon. Je suis Platon. Puis dès que je passe à l'objection, je suis l'auteur suivant. C'est pas un peu Philippe Drapeau-Contim qui t'a influencé sur ce point-là? Alors, moi je trouve que c'est le meilleur. Enfin, c'était le meilleur prof. Alors c'est ma prof de lycée. D'accord, a été énormissime. Moi c'est le premier. Moi, Philippe c'est le premier prof que j'ai vu comme ça. Qui était vraiment super. C'est elle, la dialectique, tout ça, le plan dialectique, c'est elle. Enfin, m'a apporté énormément là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a Philippe qui m'a apporté aussi énormément là-dessus. Aussi pour le côté rhéteur, le côté spectacle, le côté pédagogue. J'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Oui. Mais le côté schizophrénique. Je le dois et à cette prof et à Philippe, si tu veux un mélange. Et évidemment, le jeu de rôle, puisque du coup, j'ai pu appliquer de plus en plus facilement en fait cette théorie. Tu veux dire que le jeu de rôle est salutaire pour la dissertation? Moi, je suis pas convaincu parce que du jeu de rôle, j'en fais depuis un moment, et en fait, au final, je me rends compte que quand je joue pas tout le temps le même personnage, mais il y a des types de personnages que je pourrais jamais jouer parce que je me sens pas capable, parce qu'ils sont trop loin de ma personnalité, parce que c'est marrant, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Darky. Jouer un skinhead, par exemple, je pourrais le faire en délire pendant 1 heure, mais au bout d'un moment, je vais forcément quitter ça, c'est parce que c'est le gros. Et je salue encore l'auteur de ce jeu, mais Dogs in the Vineyard. Pour ça, c'est extraordinaire. C'est parce que moi, qui suis un athée un agnostique ultra convaincu, jouer dans Dogs in the Vineyard, c'est dur. Pour moi, c'est dur. Et pourtant, tu rentres dans le rôle. Tu vas défendre l'idée, je fais des choses horribles dans Dogs au nom de la religion, quoi. Et c'est passé comme une lettre à la poste.
Il y a un exemple que je cite souvent aussi, c'est l'exemple de Gameblog qui fait ça, des débats où tu tires au début la thèse au hasard dans un chapeau. Par exemple, tu as un débat, quelle est la meilleure console sortie, et ils tirent dans un chapeau. En fait, même s'ils sont pas convaincus, ils vont devoir prouver que c'est la Xbox One qui est la meilleure console sortie récemment, et etc. Et ils disaient que en faisant cet exercice de jeu de rôle, ils se mettaient à la place. Et c'est une forme de jeu de rôle simplifié qu'on fait déjà en cours quand je sais par exemple mes collègues d'histoire le font pas mal en éducation civique. C'est excellent. Où ils ont travaillé pendant 3 semaines sur la loi sur les cigarettes dans les lieux publics. Donc ils ont vu pourquoi ça avait été mis en place, ils ont vu les arguments pour, les arguments contre, et à la fin ils font un débat et en général, selon le choix du prof, il va pouvoir essayer de vouloir faire que les élèves qui sont contre défendent les pour et inversement. D'accord. Tu vois la différence avec la collègue de Natacha, c'est que moi, si j'avais à faire ce genre de truc, je le ferais sur le mariage homosexuel ou sur le port du voile. Oui, bien sûr. Non, mais bien amusant. Alors, oui, mais c'est aussi très peu, c'est aussi fait. D'ailleurs, elle a fait ça sur les 2 cette année, ma collègue. Elle a fait aussi sur le mariage. Ah ouais, donc voilà, du coup, c'est quelqu'un qui c'est pas évident. Voilà, c'est sûr. C'est pas évident, et elle l'avait vraiment bien préparé, et elle avait affirmé que quiconque sortait du cadre avait 0, parce que sinon c'était. Ouais, mais c'est déjà bien de le faire parce que c'est un excellent exercice, quoi. Elle a longuement hésité. Impressionné que dans cette conclusion vous arriviez à trouver un lien entre la dissertation et le jeu de rôle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même ça le chapeau. C'est schizophrénique la dissertation. Enfin, la dissertation, pardon, le plan dialectique. C'est schizophrénique. Pas uniquement, parce que moi je pense que même réfléchir à des arguments, même quand on travaille soi-même à la réflexion, dans le vrai sens du terme. Hein. Oui, non, mais on est tu veux dire double personnalité presque. Non, c'est multiples personnalités, mais c'est des fois rentrer en fait dans le monde de l'auteur. Hein. On n'est pas seulement dans la multiple personnalité. Toi t'es complètement cinglé. Toi, ça c'est. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas pour rien qu'on est amis. Non, mais même. Si, mais moi je suis d'accord. Mais même dans l'argumentation, quand on réfléchit à un argument, ou même quand on réfléchit à un jeu. Moi, par exemple, quand je pense à un jeu de rôle, quand je crée un jeu de rôle, j'ai toujours mon petit Adrien dans mon coin de la tête qui me dit si tu fais ça, si j'ai toujours mon petit Fabien qui me revient. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai. Et donc c'est valable pour tout type de réflexion et tout type de recherche. Romaric, tu es tout seul dans ce podcast. En fait, le mec il imite des voix depuis tout à l'heure. Et tu fais quand même vachement bien les voix de filles. Hein. Merci. J'imite bien le chat aussi. Allez, bonne semaine à tous. Portez-vous bien, dissertez bien et surtout. Jouez bien. Salut. Salut.